Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition de Gotchard. Après une pause bien méritée pour le temps des fêtes, on est de retour. Et cette semaine, on va vous parler pas mal d'essais, parce que de mon côté, entre autres, j'ai fait l'essai de la Hyundai Palisade Ultimate Calligraphy. Moi, de mon côté, je vais vous parler de mon essai de la Ford Mach-E, que j'avais bien hâte de vous parler, et aussi quelques nouvelles classiques un peu loufoques. Moi, c'est William Bouchard. Et moi, c'est Marc Bouchard, et vous écoutez Gotchard. Alors oui, William, on a fait une petite pause dans le temps des fêtes. On est maintenant de retour. On vous remercie d'ailleurs parce que quand on regarde nos statistiques de fréquentation, elles ont été excellentes dans le temps des fêtes. Nos vieux épisodes ont connu un certain succès. Il y en a certains, même celui sur le Salon de l'Auto de Los Angeles, là, qui a vraiment été très populaire. Alors, on est très content de voir que vous nous suivez comme ça. Et cette semaine, on reprend nos bonnes habitudes. Bien sûr, William, tu as fait des essais depuis quelque temps. La Maca, tu nous as dit que tu l'essayais. Et là, on va voir ce que ça donne dans ton essai. Il De était mon temps. côté, ouais, il est à temps. Il est à temps. De mon côté, moi, j'ai fait l'essai de la Hyundai Palisade. C'est le gros VUS du côté de chez Hyundai. Un truc, bon, j'ai la version Ultimate Calligraphy parce que je suis un peu diva et que j'avais besoin de prendre la version la plus haut de gamme. C'est ce que j'ai fait. Mais je vais commencer par te laisser aller. Tiens, du côté électrique, on va se sentir moins coupable. Puis après ça, on continuera avec mon essai de mon côté. Ça n'a pas un nom cool comme Ultimate Calligraphy, mais j'ai en effet eu la Mach-E Premium Autonomie Standard E-All-Wheel Drive, ok? J'avais Pas un nom très cool, hâte. mais c'est un nom long, en tout cas, là. Non, effectivement, mais c'est moins cool pas mal, là. C'est un peu moins vendeur, mais quand même, j'avais très hâte là, à la fois d'en faire l'essai et d'en parler ici parce que c'était quand même toute une expérience. Même si on le compare avec l'Ioniq 5, c'est quand même quelque chose d'un peu particulier, surtout de l'intérieur, là. On y reviendra. Faut dire que le nom Mustang, il y a des gens qui l'ont accusé de le porter à tort, mais quand même, ça a un bon moteur électrique, là. Hein? C'est quand même pas mal agréable à utiliser, surtout si on le met dans le mode plus sportif. L'accélération, on parle d'un 0-100 en 6,5 secondes, là, c'est pas l'affaire la plus impressionnante qu'on a jamais vue, mais quand même, il y a une certaine sensation que j'ai trouvée assez intéressante. Donc, je voulais commencer par clarifier que on retrouve quand même un certain, disons, un certain relent de Mustang dans la Mach-E, même si on n'est pas dans le muscle car, que je sais pas si je serais game vraiment d'essayer. Mais ça, c'est une autre histoire. Ben, c'est sûr qu'on va s'organiser pour que tu essaies une vraie Mustang au cours des prochains mois. Je vais quand même préciser un petit détail que tu as légèrement omis. Ça fait 1 an que William me gosse et j'utilise à terme le terme gosser à bon escient parce que ça fait extrêmement longtemps que tu voulais essayer ce véhicule-là. Mais j'ai trouvé un nouvel amour depuis, papa. J'ai trouvé un nouvel amour. Le Ioniq 5 l'a remplacé dans mon cœur. Mais écoutez, la première fois que je suis arrivé avec la Mustang Mach-E, que moi je l'ai essayé, je ne l'avais que pour quelques heures parce qu'elle n'était même pas arrivée vraiment. Et je suis passé chez William, aller le voir avec sa copine. Et depuis ce temps qu'il me dit qu'il avait hâte de l'essayer, alors on va quand même établir les choses dans leur juste perspective. T'avais quand même un petit préjugé favorable dès le départ, là. Elle est belle, premièrement. Elle est très belle. Puis, surtout, moi, c'est l'écran que j'avais hâte d'utiliser, là. J'ai vraiment hâte d'en parler, hein. J'ai l'impression d'être un enfant à Noël, là. Quand j'ai vu l'écran pour la première fois, j'ai fait toutes les fonctions possibles et inimaginables. J'avais vraiment hâte, là. Quand je suis rentré pour la première fois dans l'auto, c'est sûr que c'est beau, c'est un peu...
même troublant un peu. C'est comme les Tesla, ça, j'en ai jamais vraiment essayé. Je suis même rentré dans une Tesla, mais ça ressemble un peu à ça à l'intérieur. On a un gigantesque iPad dans le milieu sur lequel tu peux tout contrôler. C'est assez fou. J'avais très hâte. Puis, quand j'ai conduit, je me suis rendu compte que c'est pas si pratique que ça, en fait. Bienvenue dans la vraie vie. Non, mais c'est ça, c'est ça. On va en parler là, de mon essai de la Mazda cette semaine, mais les autres voitures que j'ai essayées, dont la Mazda de cette semaine, ont des contrôles, disons, à portée de main. OK? Donc, tu places ton bras comme si tu étais sur un appui-bras, on tourne le bouton, on pèse sur les boutons qui sont tactiles autour, mais là, sur la Mach-E, tout a été remplacé par des contrôles électroniques ou presque là, il y a genre un bouton ou deux là, mais en gros, tous tes contrôles ont été remplacés par des choses électroniques sur l'écran tactile, même ton siège chauffant, ton chauffage, puis ça, je trouve ça pas mal dérangeant. Parce que quand t'es stationné, c'est parfait, c'est magnifique, ça va bien. Puis là, tu pèses, puis là, ça ouvre un autre menu, super design. Puis là, il faut que tu choisisses dans l'autre menu pour avoir la température de ton siège chauffant. C'est super design. Mais t'essaieras de changer la température de ton siège chauffant en ne regardant pas le iPad, mais en ouvrant un second menu pour aller sélectionner la température. Ça se fait pas. Ça se fait juste pas. Bienvenue aux commandes vocales aussi, hein? Ça aide, il faut quand même le dire. Et je t'annonce que semble-t-il, et j'ai pas eu l'occasion de le vérifier, semble-t-il au cours des derniers jours, les Mac-E ont profité d'une mise à jour qu'on appelle over the air, là, les fameuses mises à jour qui sont faites via les ondes plutôt que d'aller chez le concessionnaire. Et il semble que certaines fonctions soient maintenant disponibles à l'aide du bouton. Parce que dans ton grand écran, tu as un gros bouton en Oui, bas. en effet. Mais il semble que maintenant, on ait ajouté des fonctions à ce bouton-là. Donc, qu'on n'est plus obligé effectivement d'aller chercher dans les menus de l'écran tactile, mais qu'on peut le manipuler avec le bouton. Je répète, c'est sous toute réserve. Ça demeure à être vérifié parce que ce serait une mise à jour là, de quelques heures à peine. Oh, même quelques minutes avec une... Non, qui aurait été faite il y a quelques heures à peine. Ok, je comprends. Je comprends. Mais oui, ce serait déjà une bonne amélioration. Mais malgré tout, le fait qu'il y ait un seul bouton, jamais j'aurais cru dire ça, mais on s'ennuie quand même un tout petit peu des sensations d'un bouton physique. Mon Dieu, la jeunesse qui devient raisonnable. Non, mais écoute, c'est pour des raisons de sécurité, je te dirais. C'est vraiment plus cool à interagir avec un écran tactile, ok? Je veux dire, quand on va au McDo, là, c'est-tu agréable de commander sur la borne? Mais si j'étais en train de conduire, probablement que j'utiliserais pas la borne, tu sais. C'est un petit peu ça mon problème. Oui, la technologie, mais pas la technologie à tout prix, selon moi. D'ailleurs, on va arriver là au Blue Cruise et aux autres trucs de sécurité là, dans un instant. Ça aussi, c'était quelque chose assez impressionnant. Mais si on peut clore la partie sur l'écran tactile, ce que j'ai aimé, par contre, c'est que le GPS, quoi de plus clair? Il est gigantesque. Avec le Apple CarPlay, ça le montre de façon très claire. Avec en haut là, l'icône qui montre dans combien de mètres, combien de kilomètres on tourne ou on change de voie ou peu importe. L'écran est vraiment beau, l'écran est vraiment clair. Ça, je suis obligé de lui donner. Mais au-dessus puis en dessous de cet écran-là, l'endroit où sont les contrôles qui sont habituellement physiques, puis au-dessus, c'est comme pour aller changer de profil. Là. Ça aussi, j'ai pas trop compris tous les menus, parce qu'il y a comme 8 couches de menus. Là, t'ouvres le menu réglage utilisateur, réglage de conduite de l'utilisateur, réglage moteur. Puis il y a tellement de choses que tu peux choisir, c'est un peu hallucinant. Mais ça, peut-être qu'une certaine ergonomie supplémentaire aurait été préférable, mais qu'est-ce que tu veux, hein? C'est quand même la première fois ou presque là, qu'on voit ça dans n'importe quel véhicule, puis la première fois chez Ford, donc j'imagine qu'ils vont apprendre de leurs erreurs. L'autre aspect que je voulais toucher
c'est les technologies de sécurité. Particulièrement le Blue Cruise, parce que oui, là, il y a le Copilot 360 avec toutes les affaires classiques là, que tout le monde connaît, voyons, régulateur de vitesse intelligent, les angles morts, vérification d'angles morts, système de maintien de voie, tout ça. C'est bien beau. Honnêtement, il fonctionne beaucoup mieux que dans d'autres véhicules que j'ai pu essayer. Puis surtout, le maintien de voie est beaucoup moins, disons, dérangeant que dans d'autres véhicules. Mais ce qui m'a franchement impressionné, c'est le système Blue Cruise, qui est de la conduite main libre. Puis je sais qu'on s'en va là dans le futur. Là. Je sais que bientôt, tous les véhicules vont avoir ça. Ça va être comme une caméra de recul. Mais quand même, la première fois qu'on l'utilise, c'est un peu étrange, hein? Oui, on va quand même tout de suite préciser que le Blue Cruise, comme d'autres, là, s'applique uniquement sur un certain nombre de routes qui ont déjà été cartographiées par Ford et leur équipe. On parle d'à peu près 300 000 km en Amérique du Nord, qui touche, si je me souviens bien, 40 États et 5 ou 7 provinces canadiennes. C'est sur des autoroutes, donc c'est pas en ville. Et le volant devient littéralement bleu, ou c'est dans le tableau de bord que ça vient littéralement bleu, que là, ça te dit tu peux activer le Blue Cruise et ça va conduire, mais ça te demande quand même, corrige-moi si je me trompe, de regarder en avant. Là. Tu peux pas tout lâcher. C'est ce que j'allais dire, tout à fait. On appelle ça main libre, on peut enlever ses mains, mais même à ça, j'ai gardé pas loin. Là. Ça, c'est de la confiance, William. J'avoue, parce que moi, ce que je me suis dit, ma conclusion dans tout ça, c'est que si tout le monde conduisait comme Blue Cruise, le monde serait en paix, il n'y aurait plus de guerre, je pense. Parce qu'il est très gentil, hein? Il laisse de la place à tout le monde, il laisse un grand espace là, pour le freinage en avant, il freine de façon intelligente, il accélère de façon intelligente. Sincèrement, la prise de décision, même par rapport à d'autres véhicules là, qui venaient de façon, disons peut-être inattendue, là, se placer en avant, parce que je sais qu'on peut régler la distance. Là, j'avais pas trop compris la première fois. Puis bon, faut la régler pas trop loin, disons au Québec ou disons à Montréal, parce que les gens ont tendance à quand on le met un peu plus loin, se placer directement en avant de toi. J'ai cru remarquer, mais ça c'est une autre histoire. Mais ouais, c'est ça. On peut régler la distance, puis même quand il y a des gens qui se plaçaient en avant de moi, comme ça, de façon un peu inattendue, la voiture prenait des décisions super intelligentes, ralentissait à une vitesse pour juste laisser légèrement de la distance s'accumuler entre nos deux véhicules pour revenir à sa distance de base. Tu me disais qu'il y avait une version qui faisait les changements de voie aussi, mais... Les versions subséquentes là, vont faire... Tu vas clignoter, mais par exemple à droite, et la voiture va changer de voie pour toi. Il y a déjà des voitures qui font ça, ce genre d'intervention-là. Là. Mais évidemment, ça se fait encore dans un mode de sécurité, donc il ne faut pas qu'il y ait de voitures dans l'angle mort, il ne faut pas qu'il y ait de voitures en avant trop proche. Le même principe s'applique, là, c'est juste qu'il change de voie pour toi. Ben là, ce que j'allais dire, c'est que la transition entre le contrôle par l'ordinateur, par la voiture, puis le contrôle par le pilote, quand on change de voie, est vraiment bien faite. Ça dit, OK, là, mettez les mains, en gros, tu mets ton clignotant, ça fait une espèce de transition, justement, du bleu à toi, là, tu changes de voie, tu enlèves le clignotant, ça fait une transition de toi au bleu dans ton écran, ça reprend le contrôle, enlevez les mains, et voilà, c'est quelques secondes et j'ai trouvé ça vraiment impressionnant parce que c'est un peu, comme je disais, vers là qu'on s'en va, mais que ce soit si ergonomique, même la première fois, si intuitif, même la première fois qu'on le fait, je suis obligé de lever mon chapeau à Ford à ce niveau-là. Ma blonde a refusé de l'utiliser catégoriquement quand elle l'a essayé parce qu'elle fait pas confiance à la voiture. Il va toujours avoir des gens comme ça, j'imagine. Mais moi, de mon côté, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Par contre, on peut y dire d'arrêter d'agir comme un professeur d'école. Hein? Parce que à un moment donné, je comprends là, mais si t'as un gros écran en plein milieu, ça se peut que mes yeux changent, ok, quelques secondes, ne serait-ce que pour regarder le GPS, mais non, Blue Cruise ne te laisse pas regarder l'écran. Si tu détournes les yeux pour regarder ton GPS, c'est comme hey, toi tu me regardes, hein, tu regardes la route.
Puis il t'envoie une alerte là, dans ton écran de conducteur là. J'ai trouvé ça peut-être un peu intense. Je sais que c'est disons la marque de commerce de ces genres de systèmes-là. Je sais que celui de Subaru aussi a tendance à faire un peu la même chose. Ouais, celui de Subaru, il est très, très, très féroce aussi, là. Il te laisse pas t'écarter longtemps, là. Ben, c'est ça, je veux dire, il y a peut-être une certaine marge. Ok, Ford, je comprends qu'il faut regarder la route, là, tout à fait, je comprends, mais peut-être que si vous faites un gros écran de même, il faudrait mettre comme 5% plus de temps qu'on peut le regarder. Mais tout ça pour dire que j'ai vraiment aimé mon essai, même si j'avoue que j'ai pas été aussi, disons, charmé par l'écran, par la technologie que je le pensais. On va quand même parler de quelque chose que tu as complètement oublié, c'est la conduite. Comment ça se conduit? Est-ce que c'est Ah, proche j'en ai parlé au d'une... début. Oui, oui, mais je veux dire, tu sais, on est plus là. Est-ce que les freinages sont bons? Je sais que tu as eu un petit peu de difficulté à t'adapter avec le système une pédale qui est peut-être un peu agressif dans ce cas-là. Est-ce que tu as fini par t'y faire? Oui, oui, absolument. Puis j'aime vraiment ça. C'est vraiment mieux qu'à deux pédales. Sincèrement, c'est vraiment intéressant. Ça fait moins mal au pied. Est-ce que c'est possible de dire ça? Peut-être parce que je conduis pas souvent, mais j'ai vraiment trouvé ça plus intuitif de faire ça avec une seule pédale. La seule chose que j'ai activé, c'est, comme on parlait, le creep. C'est-tu ça en français aussi, le creep? Ben non, c'est le mode. Ah mon Dieu, il faut que je retrouve la traduction, là, mais c'est le mode. Pas trottinette, là, mais tu sais, ça te laisse rouler délicatement quand t'es à l'arrêt, ça t'immobilise pas complètement. Exact. Je l'ai activé, ne serait-ce que par habitude, parce que j'aime ça quand même, là, avoir un tout petit peu voyons, de sensation d'avancer. Je sais pas, c'est bizarre de lever son pied carrément, puis là, il y a plus rien du tout, puis là, t'arrêtes complètement en plein milieu de la route. Fait que j'ai aussi activé pendant un bout de temps là, à deux pédales avec le creep, juste par pure habitude, honnêtement. Mais j'avoue qu'à une pédale, c'est quand même une bonne habitude à prendre, selon moi, si ce n'est que c'est un peu étrange de complètement arrêter quand on lève son pied. Ouais. Faut rappeler que, bon, évidemment, tous les véhicules électriques disposent de cette nature-là. Tu avais vécu l'expérience du freinage régénératif avec la Ioniq 5, entre autres, donc tu savais un peu à quoi t'attendre. C'était pas quelque chose de complètement nouveau. Faut aussi dire aux gens que tu avais la version premium avec le E All-Wheel Drive, donc avec le rouage intégral électronique, mais avec la plus petite des batteries disponibles du côté de chez Ford de la Mustang Mach-E. Autonomie de 370 km à peu près, ce qu'on nous annonce. Tu l'as eu dans une période où il faisait pas trop froid malgré tout. Est-ce que ça a pas mal été ce que tu t'attendais? En termes d'autonomie, nous, on n'a jamais eu de problème, ne serait-ce que parce que les trajets qu'on a faits étaient toujours près des bornes. Encore une fois, je pense que c'est une histoire de planification. Toujours, hein, les voitures électriques, je pense qu'il faut savoir ce qu'on fait. C'est sûr que c'est pas le plus pratique de pouvoir aller dans n'importe quelle station-service, puis mettre du gaz, puis repartir. Mais nous, on n'a jamais eu de problème. Mais on s'est pas rendu à 370 km d'autonomie dans tout ça. Même quand on l'a branché assez longtemps, on s'est pas rendu à 100% peut-être, mais même à ça, on était peut-être plus proche du 320, 330 là, quand on s'approchait là, du haut niveau de la batterie. Probablement à cause de l'utilisation qu'on en faisait avec les systèmes qu'on utilisait peut-être, mais on Ouais. s'est pas approché de ça. En tout cas, quand même un résultat très positif pour toi, qui est plus proche. Pour avoir conduit moi aussi la Mach-E, c'est un véhicule qui est agréable à conduire, qui est plus massif, qui est plus gros, qui a quand même un peu d'espace en arrière, qui est Ouais, effectivement... il est pratique, c'est ce que je voulais conclure avec. Il est très pratique. Là. Moi, c'est ce que j'ai eu comme feeling. L'Ioniq 5, je l'aime beaucoup. C'est probablement toujours le véhicule vers lequel je me tournerais, moi, personnellement, pour mon utilisation personnelle. Mais clairement que c'est pas... Ça se veut pas sportif comme la Mach-E se veut. Ça se veut pas stylé comme la Mach-E se veut. Puis... Malgré cet aspect-là stylé, pratique, on a quand même une bonne valise, on a quand même un bon espace à l'arrière. Somme toute assez agréable, mais j'aurais aimé ça, aimer plus ça. Voilà, c'est parce que t'es rendu difficile, ça n'a pas de bon sens.
Écoute, moi, de mon côté, je suis allé dans un tout autre registre. Je suis allé dans le nouveau Hyundai Palisade de 2023. Un véhicule qui est imposant, véhicule qui, dans certaines déclinaisons, là, je pense au Preferred et Urban, je vais y revenir, mais sont disponibles en 8 passagers. Moi, j'avais la version 7 passagers avec les sièges capitaines en deuxième rangée, avec, tiens-toi bien, des sièges chauffants en troisième rangée. En troisième rangée? Oui, monsieur. C'est Ultimate Calligraphy, ça, hein? Oui, 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 c'est vraiment le top. Évidemment, troisième rangée que l'on réserve la plupart du temps à des personnes de plus petite taille. Bon, on dit souvent que toi et moi, on n'est pas des tailles normales, mais pas dans le même sens. Et moi, je rentrais au niveau de la hauteur, il n'y a pas de problème. Je fais 5 pieds 7, je rentrais, mais bien sûr, bon, c'est un peu étroit. Là, j'aurais pas fait de longues randonnées à l'intérieur de ça. Pour le reste, cependant, c'est un véhicule qui m'a beaucoup impressionné à plusieurs niveaux. D'abord, j'ai toujours aimé ce genre de véhicule-là, et je trouve que Hyundai, avec le Palisade, puis son cousin, le Kia Telluride, il faut en parler parce qu'ils sont à peu près pareils, mais le Hyundai Palisade, pour moi, est bien réussi. Beau design, beau style. On a amélioré des choses, on a refait la partie avant cette année, donc on arrive vraiment avec un modèle qui est plus, je dirais qu'il a l'air un petit peu plus athlétique, ce qui n'est pas de mauvaise chose pour un grand VUS de cette taille-là, parce qu'on parle quand même d'un gros, gros véhicule. Ajoute à ça le fait que, bon, moi j'avais la version Ultimate Calligraphy, je l'ai dit, qui est le plus haut de gamme, monté sur des roues, je pense que c'est 21 pouces. On est vraiment là dans le gros véhicule avec un style, avec une allure particulière. Normalement, les pneus de 21 pouces ont tendance à, je dirais, compromettre un peu le confort parce que tu as l'impression que t'accroches toujours quelque chose. Dans ce cas-ci, pas du tout. Les suspensions sont extrêmement bien calibrées. Ça fait le travail, ça va très bien. Et si jamais vous préférez aller vers des versions moins équipées, il existe une nouvelle version Urban qui est une nouveauté cette année, qui arrive avec une nouvelle façon d'être finie, des nouveaux looks extérieurs. Bref, on est dans un véhicule qui est quand même très, très, très intéressant. Au niveau de la motorisation, ben écoute, V6 3.8 litres, 291 chevaux, ce qui est quand même assez imposant. Capacité de remorquage de 5000 livres, ce qui n'est pas négligeable non plus pour un VUS de cette nature-là. C'est ça qu'on veut. Mais ce qui distingue vraiment le Hyundai Palisade, c'est son intérieur, son habitacle, la qualité de finition, le souci du détail qu'on a mis à ce véhicule-là. C'est vraiment assez exceptionnel. Tout est là. Moi, évidemment, je le répète, la version la plus haut de gamme, donc avec les sièges chauffants, ventilés, tout ce que tu voudras, avec un cuir qui est vraiment, vraiment de bonne qualité. Mais j'ai aussi beaucoup, beaucoup aimé la façon dont le tableau de bord est fait, même si je suis obligé de dire que moi, des transmissions avec des boutons, ça m'énerve un peu. Je suis un peu classique levier de transmission ordinaire, là. Dans le cas du Palisade, comme dans bien d'autres cas maintenant, on mise sur des boutons. Ça me dérange un peu, mais bon. Tu dois être déçu dans la plupart des véhicules parce que ça fait longtemps, maudit, que j'ai pas vu quelque chose avec un vrai levier. Mais même sans être un vrai levier, quelque chose avec une petite poignée au milieu, je sais pas, ça me donne un petit look plus intéressant, je trouve, plus classique. Mais bon, évidemment, c'est moi. Qu'est-ce que tu penses de l'extérieur du Palisade? Ben moi, j'aime ça. Moi, j'aime la grille en avant, qui est très... qui est comme vraiment avec un paquet de carrés qui change de forme. On a essayé de reproduire un peu, je te dirais, l'équivalent des pixels de l'Ioniq 5. On a des blocs optiques qui sont vraiment beaux. Moi, j'adore ça. Je trouve ça vraiment super beau ce qu'ils ont fait cette année avec ça. T'as pas l'air aussi d'accord, je te dirais. Mais je trouve que l'avant va pas avec l'arrière. OK. Je trouve que l'arrière est un peu étrange. Comme si tu couvres toute l'avant du véhicule avec ta main. Là. Je suis en train de faire ça. L'arrière est magnifique. Si tu couvres l'arrière du véhicule avec ta main, l'avant est magnifique. Puis je trouve que ça souffre un peu du syndrome Santa Cruz. C'est-à-dire? C'est lui qui est comme une espèce de moitié... Ouais, moitié camion, moitié VUS. C'est ça, là. tu caches le devant, tu dis bon, c'est un Maverick. Tu sais, c'est un style Maverick. Tu caches l'arrière, tu dis bon, c'est un VUS bien standard. Puis là, tu t'enlèves ta main, pis t'es comme mon Dieu, c'est une chimère.
C'est un peu mon avis du palissade, mais le fait que tu l'aimes prouve ma théorie. C'est que c'est un peu. On l'aime ou on l'aime pas, hein. Ouais. C'est un gros VUS. Tu sais, c'est vrai, c'est fait pour être un gros véhicule familial. C'est fait pour ça. La particularité, ce que tu aurais peut-être aimé ou peut-être pas, c'est bien sûr toutes les technologies embarquées à bord. Il y en a tout plein. Bien sûr, tous les systèmes de sécurité que tu peux t'imaginer que tu avais sur ton Mac E, ajoute-les en double presque sur ça, sauf le Blue Cruise, parce qu'ils n'ont pas ce type de nature-là du côté de Hyundai. Ils n'ont pas ce type de système-là. Pour le reste, bel écran central, c'est bien fait, commande redondante au volant, facile, ergonomique. Quelque chose que j'aime, mais avec lequel il faut toujours que je m'habitue pendant une journée ou deux, ce sont les caméras latérales. Quand tu clignotes, il apparaît dans le tableau de bord l'image de ce qui est simulé dans ton angle mort. C'est parfait, évidemment, tu vas me dire, tu vois ce qui s'en vient, mais c'est un petit peu dérangeant et ça attire toujours l'attention la première fois. Donc, ça aussi, il faut s'y faire. Par contre, en matière de sécurité et en matière, je le répète, de qualité de finition, on a vraiment misé fort là-dessus. On se retrouve vraiment là, avec un véhicule qui est bien fait. La planche de bord, elle est agréable. Les contrôles sont faciles à utiliser. L'ergonomie est là. Et bien sûr, tu as les contrôles aux places arrière aussi. Contrôle de température. Et tout ça, ben, comme je l'ai dit, dans un moteur qui est quand même relativement, euh, je dirais, relativement puissant, agréable, intéressant. C'est drôle, c'est particulier qu'on ait vraiment un V6 pas turbo parce que la plupart des concurrents maintenant ont décidé de se tourner vers le turbo. Et je dois te parler du système de rouage intégral qui s'appelle le H-Track du côté de chez Hyundai, qui est avec ses modes de conduite qui sont faciles à changer et qui vraiment font un travail impeccable, notamment au niveau du mode sport. Moi, j'avoue que j'ai beaucoup apprécié le mode sport. Il y avait un petit peu de neige quand je l'ai essayé. Là. Ça m'a permis de tester tout ça. Et honnêtement, c'est un véhicule qui remplit tout à fait la commande et même un peu plus, je te dirais, que ce à quoi on pourrait s'attendre. Vraiment, là, le Hyundai Palisade 2023, c'est une amélioration par rapport à ce qu'il était. C'est un véhicule, lui et son cousin, qui ont gagné beaucoup de prix au fil des ans parce que, à cause du look, à cause de la qualité, à cause de tout ce qui vient avec. Évidemment, c'est quand même un véhicule qui vaut à peu près 60 000 plus transport et préparation, plus tout ce qui vient avec. Je m'attendais tellement à plus que ça. Mais c'est un grand et gros véhicule, là. Donc, il y a des options un peu moins dispendieuses. C'est dans les grands formats. Mais c'est honnêtement, là, euh, je trouve que les Coréens ont vraiment, depuis quelques années, pris une coche sur la qualité de finition, sur la façon dont les intérieurs sont faits. Et je pense que le Palisade en est un très, 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 très bel exemple. Voilà, petit essai un peu plus rapide que le tien, parce qu'évidemment, les technologies sont un peu plus standards. On parle d'un moteur à essence qui est quand même pas particulièrement économique, hein, je le dis, là, 12,3 litres au 100, ma moyenne, ce qui est quand même là, assez imposant, mais qui se compare assez agréablement à tout ce que tu vas retrouver dans ce monde-là. Et honnêtement, des détails intéressants. Tu tiens debout en arrière du véhicule avec la clé dans les poches. Si tu restes là assez longtemps, le IO va s'ouvrir tout seul parce qu'il te détecte. Beaucoup, évidemment. Moi, j'ai replié la troisième rangée la plupart du temps. Ça a donné un espace de chargement. Écoute, on aurait pu déménager ton appartement au complet. Là. C'est vraiment, bien sûr, assez grand comme espace de chargement. Bonne insonorisation. Toit panoramique. Moi, j'avais la version la plus haut de gamme. Donc, il y a un toit panoramique qui va jusqu'à rangée arrière. Si tu n'as pas la version calligraphie, ben, tu n'as pas le toit panoramique. Le toit vitré est uniquement dans la partie avant. Donc, quand même, un véhicule avec des détails particuliers, mais qui se comporte très bien et qui est très, très, très silencieux. Si vous avez de la route à faire, écoutez, c'est un compagnon de route là, vraiment, vraiment, vraiment efficace et vraiment agréable et vraiment confortable. Ceci étant dit, mon cher, c'est maintenant le temps de nous faire la preuve que tu trouves encore des nouvelles qui n'ont pas de bon sens. Alors, à toi Oui, l'honneur.
Ben, peu importe comment s'est passé votre temps des fêtes, dites-vous qu'il s'est passé mieux que celui des ingénieurs de chez IAT Automobile, qui est une compagnie chinoise. Vous en avez probablement jamais entendu parler parce que surtout ils font de la recherche, du développement de nouvelles technologies qui vendent après ça à d'autres fabricants automobiles, manufacturiers automobiles, des trucs comme des technologies là, d'aide à la conduite, entre autres. C'est ce genre d'affaires-là. Et ils avaient fait un concept car. On a des photos. Il est, comme tous les autres concept cars, hein, tout droit sorti de Tron. Mais malheureusement pour eux, il a pogné en feu. Il a pogné en feu. Ben, Ouais. Ben écoute, les voitures électriques ont quand même, surtout les hybrides en fait, ont cette tendance-là parfois à pogner en feu, là. Malheureusement, vous ne pourrez pas voir les photos parce que il faut croire que la compagnie avait pris des notes du gouvernement chinois. Ils leur ont automatiquement demandé aux journalistes d'effacer toutes les photos de l'événement. Donc, tout ce qu'on a, c'est une vidéo de loin où on voit les flammes à l'intérieur de l'espèce de gros centre de congrès. Malheureusement pour eux. Ouais. Et on ne fera pas porter le blâme aux voitures électriques pour les incendies, là. Non. On va rappeler que les voitures électriques, en théorie, sont les types de véhicules qui brûlent le moins, même si on en a beaucoup parlé. C'est les hybrides que je voulais dire. Oui. Mais quand même, on va essayer d'être gentil avec... Le problème des hybrides, c'est que quand ça pogne en feu, après ça, la batterie pogne en feu. Comme c'est ça le problème. C'est que le moteur en combustion a plus de chance, mais après ça, quand la batterie pogne en feu, c'est intense. C'est ce que je voulais dire. Mais oui, on en a parlé, ça l'a passé dans les nouvelles. Mais toutes les compagnies ne sont pas Tesla. Ouais. Bon, on va arrêter ça parler là. de ça longtemps. On va Parlant de arrêter chars ça, électriques, oui. là on peut blâmer les chars électriques pour vrai, là, hein? Toi, je te sais grand amateur de talk radio, hein? Je te sais grand amateur de radiocirculation, entre autres. C'est vrai, j'avoue que j'aime beaucoup écouter ce genre de station-là, oui. Mais les voitures électriques pourraient sonner le glas de ces stations de AM. Parce que t'as-tu essayé dans un char électrique de mettre la radio AM? En fait, j'ai essayé dans une seule voiture, qui est celle que je conduis cette semaine, la Polestar 2, et j'ai pas trouvé la bande AM dans ma voiture. Je te garantis pas que c'est tous les modèles, ok? Mais au minimum, Tesla, BMW, Porsche, Audi, Volvo, Volkswagen, quand même une bonne poignée de compagnies, ont carrément enlevé la fonctionnalité AM de leur voiture électrique parce que, dans le gros circuit électrique que ça prend pour faire bouger la voiture, la batterie, tout ça, ça fait des ondes électromagnétiques. Puis, c'est quoi la radio? Ce sont des ondes électromagnétiques, hein? Donc, les ondes électromagnétiques du moteur influencent la réception des ondes AM uniquement, donc FM, pas de problème là-dessus, mais AM uniquement, ce qui fait que ça affecte la qualité de la réception. Et donc, il faudrait enlever la radio AM là, des voitures électriques pour s'assurer la meilleure réception possible. Ça veut dire qu'il n'y a pas moyen de prendre de AM dans les voitures électriques. Écoute, il n'y a pas moyen, il y a moyen. On nous dit par exemple que la qualité est grandement affectée. Je serais curieux de savoir s'il n'y a pas un de nos auditeurs qui a une voiture électrique qui est capable de prendre le AM, qui pourrait nous vérifier ça. Donc, défi si jamais quelqu'un nous écoute jusque-là. On aimerait avoir la réponse. Puis je vais moi-même le tester la prochaine fois que j'ai une voiture électrique, bien sûr. Mais ouais, c'est ça. Apparemment que ce serait un problème de réception. Donc, on aurait, par exemple, là, du bruit. On aurait des problèmes de coupure dans le signal. C'est à investiguer. Ben oui, c'est particulier, effectivement. OK. Écoute, à mon tour de te lancer des bonnes nouvelles, si tu es un automobiliste montréalais et que tu es pogné dans le trafic, ben, je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, mais sache que tu fais partie des leaders mondiaux. Des leaders mondiaux, devrais-je dire, parce que Montréal figure au 33e rang en 2022 des pires villes au monde pour la congestion routière. C'est une étude sur le bulletin mondial de la circulation de la firme INRIX qui a fait ça, et on calcule le temps perdu par année dans le trafic dans certaines villes.
pour ton information, Montréal, on estime que tu perds à peu près 72 heures par année dans le trafic, dans la congestion routière. Ce qui est quand même pas si mal quand on compare avec les leaders de ce classement-là, qui sont Londres, 156 heures, Ouf! Chicago, 155 heures, Paris, 138, Boston, 134 et New York, 117. Non, mais Londres, c'est presque une semaine, là. C'est fou, là, ça n'a pas de bon sens. Juste petite information, on n'est quand même pas les premiers au Canada, puisque Toronto se classe au 7e rang mondial avec 118 heures perdues dans le trafic. Ce qui est quand même impressionnant. Et sache que, pour ton information, la ville de Québec, où on parle vraiment beaucoup de congestion routière, de troisième lien, de tramway, de tout ce que tu voudras, ben, la ville de Québec n'apparaît même pas dans les 1000 premières au monde. Bon. Mais combien il y a de ponts par million d'habitants? Ça, c'est la vraie question. Alors, n'empêche que je ne lance pas là-dedans. Faudrait montrer ça. Non, mais c'est trop facile la blague, là. Je suis désolé, peu importe tes allégeances politiques. Mais faudrait quand même montrer ça là, aux gens qui sont contre le transport en commun. Parce que tu montres ça, là, le monde qui dit ah, mais c'est tellement long prendre le métro, prendre l'autobus quand on est à Montréal. Ouais, fais le calcul, là. Est-ce que c'est vraiment 3 jours de ta vie que ça prend de plus? Même si c'est l'équivalent, même si c'est 100 heures de ta vie que ça te prend par année. L'impact sur l'environnement et l'impact sur les autres automobilistes pourrait être assez pour que ça vaille la peine. C'est pas plus rapide tant que ça, mais bon. Hein? Non, effectivement. Mais j'ai trouvé ça impressionnant quand même parce que je m'attendais pas à avoir vu. D'autant que, soyons honnêtes, là, c'est un calcul qui a été fait en 2022. Or, en 2022, c'est pas la pire année de trafic à Montréal. Pandémie, télétravail et tout ce qui va. Alors, j'imagine que ça va empirer au cours des prochaines années. Ceci étant dit, on verra bien ce que ça va donner. Et une dernière petite nouvelle en terminant, mais qui est un petit peu décevante. On nous présente le nouveau MX-30 de Mazda. Tu sais que c'est la voiture que tu aimes bien en termes électriques, mais qu'elle n'a pas assez d'autonomie. Elle a augmenté. On parle d'à peu près 500 $ de plus cette année dans toutes les versions. Le gros bémol, on va présenter en Europe une version avec ce qu'on appelle un range extender, donc avec un moteur qui est un prolongateur d'autonomie, moteur à essence. Tu mets de l'essence, ça agit comme une génératrice, ça recharge ta batterie. Ce modèle-là ne sera pas vendu pour le moment au Canada. Bien sûr. Alors, on ne conserve que les 160 km d'autonomie. Bien sûr. Voilà. Il y a peut-être quelque chose qu'ils vont pouvoir utiliser pour augmenter leur autonomie, par exemple. Ça vient de la compagnie SF. Et ce serait des ceintures chauffantes. Oui, j'ai vu ça. C'est fantastique. Tu ris, mais en fait, si on se fie à eux, ça pourrait augmenter l'autonomie de 15%. Bon, il faut toujours prendre ça avec un grain de sel. Mais ce que ça ferait, c'est que ça réduirait l'énergie nécessaire pour réchauffer l'intérieur parce que on serait réchauffé directement par la ceinture qui est sur nous. Encore faut-il l'essayer et le voir pour le croire, mais j'ai trouvé ça quand même intéressant. Mais là, ce que moi j'ai lu, c'est que c'était pas encore... c'est à l'étude actuellement, mais que ça n'a pas encore été officiellement approuvé, là. Absolument pas. On parle d'une idée, d'un concept. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai dit encore faudrait-il le voir pour le croire. Parce que là, 15%, je trouve que c'est quand même un peu beaucoup, là. Quand on parle de véhicules qui ont 600 km, par exemple, d'autonomie, là, 500 km d'autonomie, rajouter 15% à 500 km d'autonomie, ça me donnerait pas mal. Maintenant, bon, rajouter 15% à 160, ça, j'ai moins de misère à le croire. Ouais, j'avoue, mais c'est quand même impressionnant si ça peut se faire. Et ce n'est qu'un seul des éléments. Hein. On est en train d'étudier actuellement justement différents éléments qui vont te permettre d'améliorer ton autonomie en étant le plus possible au chaud et en maximisant l'usage de d'autres principes. Là, on parle entre autres de ceinture chauffante, mais il y aurait d'autres trucs qu'on voudrait faire, ajouter qui marcheraient avec la batterie 12 volts plutôt qu'avec la grosse batterie. Donc, ça va te permettre là, d'être plus facilement efficace, je dirais, là, pour
ton autonomie puis maintenir ton autonomie. Sans compter, il faut le rappeler, tout le design, on en a déjà parlé, la Ioniq 6, la sœur suivante de la Ioniq 5, dont le design est tellement raffiné au niveau de l'aérodynamisme qu'on a réussi à augmenter avec le même moteur et la même batterie l'autonomie de 100 km. Ce que j'ai bien hâte d'essayer, ça devrait se faire au cours des prochaines semaines, prochains mois peut-être, mais j'ai vraiment hâte d'essayer ce véhicule-là pour voir ce qui se passe. Alors Et là-dessus, moi mon cher donc, William. si possible... Non, hey, non, j'ai une question pour terminer tout ça pour toi. Ah ouais, donc. D'après toi, là, à peu près combien de pourcentage de la planète possède une voiture? Ben moi, je dirais entre 50 et 60%. Eh bien, c'est 18% seulement. 18%? Et même encore, on dit qu'il y a à peu près 1,5 milliard de véhicules en ce moment sur la planète. Ce qui fait à peu près ça, hein, une personne sur 5, là, ish, considérant qu'on est 8 milliards maintenant, ça fait à peu près 18%, mais ça c'est tous les véhicules. Donc, on considère pas là-dessus que y a des gens qui possèdent plus qu'un véhicule et on considère même pas là-dessus les flottes commerciales. Oh, ça veut dire que individuellement, ce serait moins de 18% des gens. Individuellement, 10% peut-être là, quand on y pense, peut-être que la moitié de ces véhicules-là sont à des gens qui possèdent déjà un véhicule ou dans des flottes commerciales. Quand on y pense, c'est juste les flottes commerciales ont beaucoup plus de véhicules que la personne moyenne. Puis les personnes qui opèrent ces flottes commerciales-là ont probablement eux-mêmes un véhicule aussi. Donc, ouais, c'est ça, seulement 10% de la planète. Fait que notre pays est un peu une anomalie quand on regarde aux États-Unis, on parle de 0,89 voitures par personne. En Nouvelle-Zélande, 0,88 voitures par personne. Mais si on regarde, par exemple, la République démocratique du Congo, on est à 0,05 véhicules par personne. Oh, ouais, évidemment, là, ça C'est-à-dire change que un peu la statistique. c'est une personne par 250 qui a... En fait, c'est un véhicule pour 250 personnes au Congo. Wow, okay. C'est là, quand même assez impressionnant. Nous, ici, au Canada, on est un petit peu plus bas qu'aux États-Unis quand même. Là, on est à 0,79. Donc... c'est 80% des gens qui ont une voiture. En gros, moins que ça aussi, là, si on considère que... les flottes et tout, là, mais c'est quand ça. même. Mais tu sais, mettons qu'on dit au moins la moitié des gens possèdent là, une voiture au Canada. Il y a même des endroits, San Marino, Andorre, Monaco, qui ont plus qu'une voiture par personne. Le point commun entre tout ça, il n'y a pas grand monde et ce sont des endroits avantageux pour enregistrer sa voiture au niveau des taxes. Ouais, tu sais, ils sont 4. Ils sont tous milliardaires. Fait que c'est comme... C'est pas mal ça. Mais quand même étonnant de savoir qu'en Afrique et en Antarctique, il y a à peu près le même nombre de voitures par personne. OK. 0,05. Ça, je suis assez impressionné. Ça offre une perspective un peu différente du monde, puis surtout, ça nous montre qu'il y a certains pays, écoute, peut-être pas l'Afrique, je l'avoue, mais tu sais, quand on regarde l'Europe, où c'est le transport en commun, comme on le disait, qui mène à cette réduction-là du nombre de voitures directement, hein? L'Afrique, c'est peut-être d'autres facteurs, mais... Ouais, c'est ça. L'Afrique, c'est peut-être un autre débat. Alors, écoutez, c'est ça qui met fin à cette... je dirais, cette exploration du monde automobile, peut-être sous un nouvel angle. Bien sûr, on fait des essais comme podcast. Ouais, c'est ça. On fait des essais, mais on fait aussi toutes sortes d'affaires, comme vous le voyez. On espère que cette émission-là vous a plu encore une fois. On vous invite à nous suivre, à vous abonner, bien entendu, sur les plateformes de diffusion de podcasts, les Spotify, Google Podcast, Amazon et tout ce que vous voulez. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos pages Facebook personnelles, sur la page Facebook de Gotchard Podcast. C'est important de rajouter le mot podcast si vous faites la recherche. Et bien sûr, c'est gotchard.podcast@gmail.com. Si vous avez des questions, des commentaires, ça nous fera plaisir d'y répondre, bien entendu. Juste corriger ma nouvelle de tantôt, c'était au Guangzhou Auto Show que ça le pognait en feu. Je voulais juste le spécifier. Effectivement, merci à tout le monde d'écouter notre podcast, puis on se revoit la semaine prochaine. Avec plaisir. Bye bye, bonne semaine. Gotchard est une production de l'agence MWA Bouchard, à l'animation Marc et William Bouchard, au montage sonore Audrey Denomé, et pour la musique thème,
Kevin McLeod.